Le terme droits de l'homme est mentionné à 7 reprises dans la Charte fondatrice des Nations Unies, faisant de la promotion et de la protection des droits de l'homme un objectif primordial et un principe directeur de l'organisation. En 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme a placé les droits humains à la lumière du droit international. Depuis, l'organisation protège activement les droits humains par des instruments juridiques et par un travail de terrain. Maintenir la paix pour protéger et promouvoir les droits de l'homme. Nous en parlons dans cette émission Droits et devoirs du citoyen sur Radio Lomé avec M. Aimé Adi, directeur d'Amnesty International Togo. La prise de son est assurée par Fatih Derman. Bienvenue à tous. radiolomé.tg. Monsieur Aimé Adi, bonjour. On vous retrouve ce matin dans le studio rose de Radio Lomé pour parler du thème « Maintenir la paix pour protéger et promouvoir les droits de l'homme ». Alors, maintenir la paix, est-ce une alternative incontournable pour promouvoir les droits de l'homme? Merci pour l'invitation. Je pense là que vous avez un thème particulier, mais qui se généralise de plus en plus, puisque les gens s'interrogent sur le lien intrinsèque entre la paix et les droits de l'homme. Je crois que il est parfois très difficile d'oser ne pas associer les droits de l'homme à la paix. D'abord parce que l'histoire nous l'apprend. Les plus grandes guerres que nous avons connues à travers le monde ont été causées par le manque du respect de la dignité des personnes, du manque du respect de la liberté, mais aussi ensuite du fait que en cette période et en ce moment, le monde n'avait pas déjà un cadre réglementaire dans lequel la dimension des droits de l'homme était particulièrement importante. C'est-à-dire que où on avait placé la dimension des droits de l'homme dans le paradigme qui permet de maintenir la paix. Donc, on pourrait dire que la paix conçue comme l'absence de guerre, par exemple, situation qui résulte de la fin de la guerre, et souvent qu'on inscrit dans des traités, c'est-à-dire que quand il y a la guerre entre deux groupes qui s'opposaient, souvent à la fin de la guerre, malgré les beaux mots et les discours qu'on fait, on signe un document. Donc, cette conception de la paix n'implique pas nécessairement la question de la justice et de la liberté. Je voudrais expliquer. C'est-à-dire que quand on est en situation de crise, de conflit ou de paix, l'idée primordiale ou ce qu'on a en priorité, c'est de pouvoir faire cesser d'abord le conflit et d'amener la paix. Donc, ceux qui le font, parfois, ignorent ou sous-estiment la dimension des droits de l'homme pour raison que, il faudrait le mentionner, que habituellement, les droits de l'homme sont nés sur le terrain des conflits. C'est-à-dire que les gens se sont battus, les gens ont essayé de créer des situations conflictuelles pour pouvoir gagner des droits vis-à-vis du pouvoir. Donc, ce lien historique entre les droits de l'homme et l'aspect conflictuel a fait que dans le passé, on avait ignoré les droits de l'homme. Et pourtant, comme je le disais, quand on fait la guerre et qu'on essaye de ramener la paix en ignorant la question des droits de l'homme, c'est que cette paix reste éphémère. Cette paix ne peut pas durer et donc on retombe toujours dans le cycle infernal de la violence et de la guerre. Et donc, vous l'avez vu, après la Première Guerre mondiale par exemple, on n'avait pas toujours intégré la dimension des droits de l'homme et donc on a repris une Deuxième Guerre mondiale. Et c'est après qu'est née par exemple la Charte des Nations Unies en 1945, puis la Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme en 1948, pour essayer de consacrer cet esprit et cette volonté universelle d'aller vers la paix. Et donc, avoir la paix, c'est aussi prendre la question de la liberté de la personne en situation. C'est en fait avoir l'image de la dignité de la personne qui doit être protégée. Plus concrètement, terre à terre. Quand il y a guerre, c'est quoi? On a la plupart du temps une violation du droit à la vie, puisqu'il y a perte en vies humaines. Vous avez aussi la restriction de certains types de droits, notamment même les libertés fondamentales, la liberté d'expression. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la guerre, on continue par perpétrer des violations massives en matière des droits fondamentaux. Et donc, c'est pour cela
qu'au fur et à mesure qu'on a développé les outils pour le maintien de la paix, on a voulu mettre en lien la paix et la question des droits de l'homme. Donc, pour répondre d'une manière simple, il est difficile de dissocier la question de la paix et les droits de l'homme, même si au plan historique, on est arrivé à cette distinction. De nos jours, si on ne respecte pas les droits de l'homme, on ne peut jamais instaurer la paix. De toute manière, dans les pays où les droits de l'homme souvent ne sont pas respectés, c'est des pays où vous avez des perpétuels conflits qui viennent et qui renaissent et qui continuent par engendrer l'intolérance, la violence, la haine, la vengeance et tous les autres mots qui accompagnent ce type de situation. Justement, est-ce difficile de maintenir la paix dans un monde où il y a des mots qui minent notre époque, notamment le terrorisme, qui constitue l'une des plus grandes menaces pour la paix et la stabilité dans le monde? Oui, évidemment, c'est pas seulement le terrorisme a toujours existé. La volonté de pouvoir avoir une terre de paix a toujours été l'ambition de l'homme. Cette image ou cette volonté, si elle existe, c'est qu'elle est confrontée à plusieurs pesanteurs, plusieurs facteurs qui empêchent la réalisation d'une vraie paix à travers le monde, tout simplement parce que le monde est fait d'intérêts et géopolitiques, le monde est fait aussi de l'égoïsme. Et donc, c'est pour cela que il faut se donner des règles, notamment des lois et des instruments internationaux, mais aussi nationaux, pour pouvoir instaurer la paix. Et donc, amener la communauté à réfléchir sur les causes qui minent les conflits, et les facteurs qui augmentent, disons, les possibilités ou les probabilités de conflits, des conflits dans les sociétés. Donc, pour cela, cette volonté existe. Mais aujourd'hui, elle est totalement confrontée à un facteur qui, je le disais tantôt, existait, mais a pris plusieurs autres couleurs, si je peux m'exprimer ainsi, et a pris une ampleur un peu généralisée, mais c'est lié aussi au phénomène de la mondialisation et puis de l'évolution technologique. Parce que, comme je le disais, le terrorisme a toujours existé de par le passé, mais c'est les moyens utilisés actuellement qui inquiètent et qui rend un peu le terrorisme banalisé. Et donc, oui, bien sûr, c'est un défi. Le terrorisme reste un défi pour la paix, mais c'est pas un défi qu'on ne peut pas relever, puisque le monde a connu beaucoup d'autres difficultés, mais on est parvenu petit à petit, mais sûrement, à pouvoir donner des garanties essentielles en vue de lutter. Encore une fois, la lutte contre le terrorisme ne doit pas se faire au détriment des droits de l'homme. Voilà. À chaque fois qu'on engage des méthodes qui vont à l'encontre de la dignité de la personne, c'est qu'on n'est jamais parvenu à combattre le terrorisme. Donc, vous avez les exemples concrets, que ce soit en Afrique ou en Europe ou ailleurs. À chaque fois qu'on a engagé des troupes contre des populations, forcément, ces populations ont réagi d'une autre manière que de contribuer à combattre le terrorisme. Donc, oui, c'est un facteur difficile parce que on tombe dans une situation où les États n'arrivent plus à répondre aux besoins sécuritaires des populations civiles, mais aussi les groupes armés terroristes qui aussi essayent de prendre en otage les populations en vue de réclamer des soi-disant droits qu'ils ont. Donc, ça reste encore difficile, mais il est encore possible toujours de travailler pour que ce genre de situation puisse finir. D'ailleurs, si vous voyez bien les causes de ces groupes terroristes ou la naissance de ces groupes terroristes, vous verrez bien un lien direct entre la violation des droits de l'homme et la naissance de ces groupes-là. Donc, forcément pour nous, c'est difficile, mais il faut que les États puissent le comprendre et essayer de travailler conformément au droit international dans ce genre de situation. La paix est une condition préalable fondamentale et une base pour les droits de l'homme. Quelles sont vos propositions, du moins, ce que fait Amnesty International pour réaliser la paix durable et la protection des droits de l'homme? Il faut le dire et le proclamer. L'un des liens aussi qu'on peut faire entre les droits de l'homme et la paix, c'est que la paix aussi est un droit. C'est tout à fait simple comme ça. Si je dois le dire, la paix est un droit. Parce que d'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948 insiste sur le fait que l'exigence de protéger les droits de l'homme par un régime de droit afin de ne pas contraindre les individus à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 insiste sur le fait que l'exigence de protéger les droits de l'homme passe par un régime de droit afin de ne pas contraindre les individus à la révolte contre la tyrannie
et l'oppression. Donc, je le disais tantôt, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on essaye de brimer une population, elle trouve le moyen toujours de revendiquer ses droits et de pouvoir restaurer la dignité. Donc, dans cette conquête de ces droits-là, souvent naît des conflits. Et donc, c'est pour cela que même au niveau mondial, on demande aux États de faire en sorte qu'il puisse régner un régime de droit sur un territoire afin que les populations ne soient pas amenées à contester le régime qui est censé le diriger et engendrer un conflit. Vous le voyez beaucoup en Afrique, clairement, hein, des régimes qui tentent toujours de se maintenir au pouvoir, adviennent qu'au pouvoir, que pourra. Donc, à chaque fois, des gens s'organisent pour pouvoir réclamer leur départ et donc, ça engendre des situations conflictuelles, des pertes en vies humaines. Donc, c'est pour cela que l'état de droit doit aider et devra aider forcément à pouvoir garantir les droits élémentaires pour les populations. Dans ce cas précis, est-ce qu'il est important de régler les divergences à travers les discussions et de résoudre les conflits par voie politique? Oui, le dialogue reste toujours le moyen fondamental et légal pour aboutir à la résolution des conflits, que ce soit au niveau mondial ou au niveau local, fondamentalement. Donc c'est un moyen, mais c'est un moyen qui exige aussi des conditions. Les conditions sont simples, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité et la justice. Donc, quand on dialogue et qu'il n'y a pas la vérité, forcément, on aboutit à des résultats bâclés, des résultats contestés. Et donc, forcément, demain, le lendemain, on reprend les armes contre les autres. Donc, c'est fondamental que la question de la vérité puisse exister et aussi la justice. C'est-à-dire que quand il y a une situation de conflit ou de guerre, c'est que forcément il y a des bourreaux ou il y a eu des violations des droits des personnes. Donc il faut une justice qui puisse restaurer la dignité de ces personnes et aider les sociétés à engager des processus de paix dans lesquels ils se reconnaissent et que ils voient que leurs droits sont totalement respectés. Donc voilà, il faut le dialogue, mais le dialogue a des préalables, a des conditions nécessaires, ou je pourrais dire même des principes qui doivent guider forcément ce type de dialogue. Donc il ne s'agit pas de faire tout pour réunir des acteurs autour d'une table, mais aussi avoir des principes sur lesquels on s'engage en vue d'aboutir à une paix durable. Voyez-vous, il y a beaucoup de dialogues à travers le monde entier, mais il y a des dialogues qui n'ont jamais abouti parce que les bases étaient déjà faussées. Donc voilà, si c'est le plus fort qui impose ses règles au plus faible, donc forcément le plus faible sur la table de dialogue pourra accepter les conditions, mais le lendemain, quand il trouvera les moyens de pouvoir exhiber sa force, n'hésitera pas à le faire. Si on respectait aussi les diversités culturelles des civilisations, apprendre les uns des autres, multiplier les échanges et progresser en commun, est-ce qu'on n'arriverait pas à sauvegarder la paix? Oui, bien sûr. La plupart des conflits qu'on a à travers le monde entier sont liés au fait que les droits des minorités n'ont jamais été respectés ou qu'il y a eu des situations d'injustice vis-à-vis d'une certaine frange de la population. Et donc, le respect de la diversité, le respect des cultures est quelque chose de fondamental pour le respect et le maintien de la paix à travers le monde entier. Donc, pour nous, c'est aussi une des conditions importantes. Cela passe par le respect aussi de la liberté de ces groupes à travers les communautés. C'est fondamental que chaque groupe puisse se sentir à l'aise, puisse se sentir reconnu au sein d'une communauté. Sans cela, il est très probable de tomber toujours dans des situations conflictuelles. Vous voyez, les gens se battent parce qu'il y a un intérêt. Quand l'intérêt commun n'est pas partagé d'une manière équitable, quand il y a injustice, forcément, les gens trouveront toujours des moyens pour pouvoir les revendiquer. Et donc, parfois, on ne les revendique pas comme cela se doit, puisque d'ailleurs, il y a une force en face qui s'oppose automatiquement et d'une manière réactionnaire à chaque fois que les gens veulent revendiquer ces droits. Donc, on tombe toujours dans des situations conflictuelles. Donc, c'est important que la diversité puisse exister. D'ailleurs, le fait que le monde lui-même soit divers est un signal pour l'homme de comprendre que forcément, on ne peut pas être seul.
dans le monde. On ne peut pas être la seule ethnie dans le monde. On ne peut pas être le seul groupe majoritaire. Donc, il y a toujours d'autres qui pensent. Donc, c'est pas seulement ethnique, mais c'est aussi la pensée. Dans toute société, il y a des dissidents. C'est comment on règle la question de la dissidence. On ne peut pas toujours supprimer ou mater toute forme de contestation dans des sociétés. Parce que de toute manière, l'histoire nous l'apprend. Cette dissidence-là toujours portera le même message, quoi qu'il en soit. Donc, c'est important de pouvoir respecter ces conditions. Donc, respecter ces minorités ou cette diversité, c'est en prendre conscience et de l'intégrer directement dans tout programme de discussion ou dans tout programme de développement. Voilà, c'est être conscient que c'est fondamental que quand on veut engager le pays dans une perspective à long terme, de prendre en compte toutes ces diversités-là pour pouvoir avoir un développement harmonieux. Parce que c'est le défi, surtout pour nos petits pays. Je voudrais revenir un peu sur le rapport 2016 sur la situation des droits humains. On a évoqué tout à l'heure la question du terrorisme. Le rapport 2016 publié la dernière fois a mis l'accent sur le terrorisme qui représente une menace bien plus grave pour la vie et les droits des gens et qui menace sérieusement la paix mondiale. Oui, le rapport 2016-2017 d'Amnesty International a mis l'accent sur le terrorisme sous l'angle de ses conséquences néfastes sur le développement, sur la paix mondiale, mais tout en rappelant aux États leur rôle de pouvoir prendre toutes les mesures idoines pour le respect des droits de l'homme, parce que comme je l'ai dit, tant que les droits de l'homme des populations ne sont pas respectés, on trouvera toujours des situations d'injustice et les gens vont toujours s'organiser d'une manière ou d'une autre pour pouvoir revendiquer leurs droits. Même si ce n'est pas par les bonnes méthodes, il y aura toujours ce genre de situation. Donc oui, le terrorisme est totalement condamné et que il faut le combattre. Et il faut pas seulement le combattre à travers les armes, il faut le combattre par le développement. Il faut le combattre par le respect des droits humains. C'est essentiel. C'est le message que nous avons porté. Et puis, le terrorisme qui engendre aussi des discours de haine. Vous voyez, donc pour combattre le terrorisme, parfois, il y a des politiciens qui naissent à travers le monde entier, qui portent des messages, soi-disant des messages de nationalisme. On n'a jamais vu le nationalisme triompher de l'universalisme et de la solidarité. Donc le message d'Amnesty International pour l'année 2017, c'est que la solidarité doit aller au-delà du nationalisme. Le nationalisme ne guette pas seulement les pays européens ni les États-Unis. Le nationalisme guette aussi même en Afrique. À chaque fois que des gens raisonnent en étant repliés sur eux-mêmes, en ne raisonnant que sur leur propre communauté, en ne raisonnant que, en ne voyant que les intérêts de leur pays, forcément, on tombe dans l'égarement et dans l'errance d'instaurer un nationalisme qui est faux. Parce que d'ailleurs, ces groupes de politiciens n'ont jamais réellement été des nationalistes. C'est des discours qu'on utilise pour haranguer des foules, pour pouvoir avoir des voix politiques et accéder au pouvoir. Dès qu'on accède au pouvoir, on voit la dure réalité et que donc ça reste un lendemain enchanteur. Et donc plutôt on crée plus de frustrés, plus de personnes déçues et qui finissent par se replier et deviennent des terroristes. Et donc nous ne pensons pas que c'est quelque chose, c'est une belle voie, parce que les États sont partout tentés de fermer les frontières, tenter de prendre des dispositions contre toute forme de dissidence, en raisonnant, en donnant comme argument que voilà, il y a le terrorisme. Donc nous pensons que c'est une errance, c'est un égarement très dangereux sur lequel les États ne doivent pas continuer par fleurir. Et donc il est important d'instaurer encore, de croire à la solidarité. Et on a adressé le message très clair, surtout à l'Europe, qui ferme ses frontières au nom de la sécurité. Et donc c'est extrêmement dangereux. Et donc il est fondamental de pouvoir prendre toutes les mesures pour que chaque citoyen puisse se sentir intégré partout où il se trouve. Voilà. Et on ne peut bâtir le monde que à travers ce genre de comportement. Vous voyez, on va plus loin. Par exemple, quand les gens raisonnent, on est contre tel cour pénal parce qu'elle est contre tel citoyen. Non, on peut pas raisonner comme cela. Est-ce que le désir de justice existe ou pas? Il est là. Donc, mais non, il faut trouver un moyen de pouvoir rendre justice à tout citoyen. Bon, s'il y a une cour qui peut aider pour cela, bon, vaut mieux la soutenir. Au cas contraire, il faut proposer autre chose. Tant qu'il n'y a pas autre chose, vaut mieux soutenir une telle cour et pour qu'on puisse au moins amoindrir les chocs de l'injustice que nous voyons à travers le monde entier.
Pour servir la paix, il faut respecter la liberté. C'est un pan d'un message publié par les évêques, ou sinon le pape, à l'occasion de la journée mondiale de la paix. C'était en janvier 1981. Pour servir la paix, il faut respecter la liberté. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Oui, c'est tout à fait un peu par hasard, hein. En préparant cette émission-là, on est tombé sur un message de 1981. Il est vieux, mais il est d'actualité. Peut-être que tout chrétien ou toute personne, hein, parce que ce message s'adresse à tout le monde, peut jeter un coup d'œil. Les hommes de bonne volonté. D'ailleurs, il y a ce terme-là qu'on utilise. Qu'on soit croyant ou athée, c'est un message intéressant. On dit pour servir la paix, respecter la liberté. Je ne sais pas si aujourd'hui ça plairait bien à tous les chrétiens dans le monde de dire qu'il faut respecter la liberté des autres. Hein. Il ne faut pas seulement taper les clochers, empêcher les autres de dormir, hein, parce qu'on prie Dieu. Et donc c'est un message très intéressant adressé par le pape Jean-Paul II, hein, le 1er janvier 1981. Et donc il dit tout de ce qu'il pense de la paix. Et donc la liberté, pour lui, est une dimension essentielle, un des piliers essentiels pour la paix à travers le monde entier. Et donc, il dit la liberté, dit droit de l'homme, puisque la liberté est une donnée fondamentale du respect des droits de l'homme. On ne peut pas parler du respect des droits de l'homme sans la liberté. Et donc, le pape, lui, parle du respect de la paix, du service de la paix en respectant la liberté. Donc, la liberté, c'est ce qui est intrinsèque à l'homme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sortir de l'homme. Même celui qui instaure un régime dictatorial pour son propre peuple, c'est qu'il a besoin d'une liberté pour pouvoir l'imposer, pour pouvoir imposer les restrictions des libertés aux autres. Donc, c'est quelque chose qui est en nous-mêmes et que personne ne peut nous retirer. Donc, en aidant chaque citoyen, chaque être humain à pouvoir jouir de cette liberté, ces citoyens-là sont en même temps au service de la liberté. Donc, au-delà d'être une condition, le pape estime que l'enracinement de la liberté est quelque chose dans l'homme qu'il faut toujours continuer par protéger. C'est-à-dire, ici, comme on est dans la dimension chrétienne, l'image de l'homme, l'image de Dieu qui est l'homme. Donc l'homme, Dieu étant lui-même celui qui aime bien sûr la dignité de l'homme, ne peut qu'aimer l'homme libre. C'est-à-dire, l'ayant créé libre, il ne peut pas l'imposer quoi que ce soit. Et donc, de la même manière, on demande aussi à chaque être humain de respecter la dignité d'autrui. Donc, promouvoir les hommes libres dans une société de liberté. C'est aussi un des sous-titres de ce message-là. Donc, plus on rend les hommes libres, on a des sociétés libres et donc, on va vers forcément la paix, puisque la construction de la paix passe par la liberté. Donc, au mieux, on a des sociétés libres, plus on a la paix dans le monde. Donc, moi, je pense que c'est quand même quelque chose du hasard qui nous est arrivé, mais qui, quand même, forcément, doit pouvoir aider à pouvoir instaurer un monde de liberté, parce que un monde de paix, parce que souvent, on a toujours opposé la liberté à la paix. C'est quand même contradictoire, hein, souvent d'entendre des gens, surtout des intellectuels, s'exprimer comme cela. Ah oui, s'il y a la paix, s'il y a le développement dans tel pays, dans tel grand pays, c'est parce qu'on a restreint les libertés et que donc nous aussi, en tant que pays africain, il faut qu'on passe par les restrictions des libertés avant d'aboutir au développement et le développement nous donnera forcément la paix. Bon, c'est pas un argument qui tient. Parce que ces pays où les libertés ont été restreintes, le développement dont on me parle n'est pas vraiment ce qu'on peut nous expliquer. Deuxièmement, attendons l'avenir nous dire si ces restrictions des libertés vont toujours durer et vont toujours faire long feu. Donc forcément que l'homme étant quelqu'un qui aime la liberté, c'est de son être que cela existe, ne peut jamais, jamais et ne laissera jamais une autre personne l'arracher cette liberté. Il y aura toujours
de la dissension. Et vous le voyez à travers nos pays là. C'est un exemple. Est-ce que vous avez vu vraiment nos pays être vraiment dans la paix? Non. À chaque fois, vous avez des gens qui se lèvent, voilà, pour protester contre telle augmentation de prix, telle autre chose. Parce que ils voient qu'on est en train de restreindre leur liberté. Et donc, ils s'organisent automatiquement. Ils n'ont même pas besoin, parfois, d'un leader pour leur dire, votre liberté est atteinte, vous devez prendre vos dispositions pour la faire respecter. Donc, c'est à nous de prendre conscience que la liberté étant intrinsèque à l'homme, quelles sont les dispositions que nous prendrons pour qu'on puisse vivre ensemble tout en respectant la liberté de chaque citoyen. Donc, c'est pas une invention. Vous pouvez, nous tous, on peut se nourrir de ce message-là de 1981. Si cela vient d'une autorité religieuse, bon, forcément, je pense que cela peut intéresser plus d'une personne, quoi. Voilà. Le respect de la liberté des peuples et des nations est une partie intégrante de la paix. Alors, que voulez-vous que les dirigeants du monde fassent différemment en 2017 pour préserver la paix mondiale? C'est le rapport 2016-2017 qui pose la question. Oui, c'est clair. Ce qu'on leur demande, c'est ce qu'on a toujours demandé. Plus de respect des droits de l'homme et on aura la paix. Sans respect des droits de l'homme, vous n'aurez pas la paix. Vous prendrez beaucoup de milliards pour essayer d'éteindre un feu sans réellement aller aux sources ou à la racine du mal. Donc, le respect des droits de l'homme, moins de politisation des débats au Conseil de sécurité et on pourra prendre des décisions assez solides et respectueuses de la dignité des peuples et on pourra aboutir à des solutions durables. Vous avez vu, je pense, dans notre rapport de 2015, on avait fait une proposition que beaucoup avaient trouvé bizarre et impossible. On avait demandé à ce que sur des questions liées au maintien de la paix, surtout à des questions d'ordre humanitaire, en matière de violation massive des droits de l'homme, qu'il n'y ait plus la question de veto au sein du Conseil de sécurité. Nous, on l'avait proposé comme une suggestion pour la gouvernance mondiale. Bon, on n'a pas été très suivi et vous avez les conséquences. Vous avez Alep en Syrie, vous avez le Yémen, vous avez Boko Haram. Voilà, des situations de blocage liées aux questions géopolitiques mondiales. Donc, tant qu'on n'en prend pas conscience et que on puisse aussi prendre des décisions assez solides dans ce domaine, voilà, nos impôts vont toujours servir à maintenir la paix que de faire la paix. Monsieur Aimé Adi, je vous remercie. Merci beaucoup. De nombreuses opérations de maintien de la paix et opérations politiques et de consolidation de la paix intègrent aussi les mandats liés à la protection et la promotion des droits de l'homme. Ces mesures à court et à long terme recouvrent l'autonomisation des populations afin qu'elles puissent réaffirmer et réclamer l'application de leurs droits fondamentaux, le renforcement des capacités des États et de leurs institutions nationales pour qu'ils soient à même de répondre à leurs obligations en matière de droits de l'homme et du respect de l'état de droit. Cette émission s'achève. Avec M. Aimé Adi, nous avons parlé du maintien de la paix pour protéger et promouvoir les droits de l'homme dans cette émission Droits et devoirs du citoyen. La prise de son était assurée par Fatih Derman. Merci d'être resté avec nous. Au revoir et à samedi prochain.